Et nous allons passer dès à présent donc, au deuxième présentateur, Samuel Lévesque, qui est candidat à la maîtrise en littérature de langue française à l'Université McGill. Sous la direction de Diane Desrosiers, il se penche sur la réception rabelaisienne de la rhétorique descriptive, de même que sur l'excentricité et l'hybridité textuelle à la Renaissance. Dans la revue Fémur, dirigée par les étudiants en littérature de langue française de l'Université de Montréal, il a publié donc tout récemment, pendant l'hiver 2021, l'article intitulé « Remettre le débat en autre temps, détournement du symposium antique à la fin du quart livre de Rabelais ». La communication qu'il nous propose cet après-midi s'intitule « C'était belle chose de les voir, la description de bataille dans la syomachie de Rabelais et la tradition des progymnasmata ». À vous, Samuel. Eh bien, merci beaucoup, M. Beaulieu, pour cette présentation. Alors, merci également à la Société de m'accueillir entre ces murs pour la première fois. C'est donc en toute humilité que je commence cette communication que j'intitule, comme M. Beaulieu l'a déjà dit, « C'était belle chose de les voir, la description de bataille dans la syomachie de François Rabelais et la tradition des progymnasmata ». Alors, la syomachie de Rabelais, publiée en 1549, relate les festivités romaines du 14 mars de la même année, organisées par le protecteur de Rabelais, Jean du Bellay, pour célébrer la naissance du duc d'Orléans. Il s'agit d'un texte de circonstance, à première vue plutôt convenu, qui retient rarement l'attention de la critique et dont la matière elle-même n'est pas originale. Richard Cooper rappelle en effet que la syomachie est l'adaptation française d'un texte italien sur le même sujet attribué à Antonio Buonaccorsi. Cependant, la comparaison de la syomachie avec le compte-rendu de Buonaccorsi met en évidence l'amplification que Rabelais fait subir à sa matière. Son texte est 4 fois plus long que l'original. Il multiplie les détails pour faire voir au mieux l'événement qu'il met en scène. Un tel exposé détaillé de l'objet rappelle la rhétorique descriptive formulée dans les traités de progymnasmata. Les progymnasmata, de courts exercices rhétoriques à la complexité croissante, servent de base à l'enseignement de la rhétorique au XVIe siècle. Leur importance dans les romans de Rabelais a récemment été démontrée par Diane Desrosiers. L'un des exercices les plus complexes, l'ekphrasis ou description, consiste à justement faire voir l'objet décrit, qui peut être une personne, un lieu, mais aussi une action. Nous proposons dans la présente communication d'explorer les liens qui unissent la syomachie et la rhétorique descriptive des progymnasmata. Nous croyons que Rabelais s'en inspire pour composer son ouvrage et qu'il lui donne une visée conforme à celle que les rhéteurs attribuent à la description. L'examen rhétorique de l'ekphrasis rabelaisienne mettra ainsi au jour la finalité d'un texte dont la composition a jusqu'ici à peu près échappé à la critique. Pour ce faire, après un rappel de la théorie descriptive des progymnasmata, nous examinerons la dispositio de la syomachie, puis son élocutio. Nous étudierons enfin la visée esthétique et pathétique de la description rabelaisienne avant de l'allier au contexte politique des festivités. Alors, dans des 5 traités de progymnasmata qui nous sont parvenus, 2 se démarquent pour l'étude de la Renaissance, celui d'Aphtonios, puisqu'il a connu, selon Manfred Krauss, pas moins de 523 éditions entre le XVIe et le XVIIIe siècle, et celui d'Aelius Théon, le plus long manuel du genre. Le traité du pseudo-Hermogène, publié aux côtés de celui d'Aphtonios dans sa traduction moderne par Michel Patillon, n'était quant à lui pas connu avant le XVIIIe siècle. Chez Aphtonios, l'ekphrasis se définit comme un, je cite, discours qui présente en détail logos periégématikos et met sous les yeux avec évidence et nargos ce qu'il donne à connaître. Cette définition, identique à celle de Théon, prête à l'ekphrasis 2 caractéristiques de toute première importance. Premièrement, l'ekphrasis présente son objet de manière évidente. Traduction du grec enargos, dérivé de enargeia. L'enargeia, pour Roberto Romagnino, désigne, je cite, la capacité du langage à mettre l'objet du discours devant les yeux. Susciter l'enargeia revient ainsi à transformer l'auditeur-lecteur en spectateur, à faire voir l'objet décrit par le discours. Pour arriver à cette fin, la description se fait logos periégématikos,
c'est-à-dire qu'elle présente son objet en détail, décline chacune de ses faces en faisant le tour dans un souci d'exhaustivité. Sandrine Dubel saisit cette périégèse comme un mouvement textuel caractéristique de la description qui consiste à, je cite, faire le tour de quelque chose avec quelqu'un pour le lui faire voir. Autrement dit, une description en rhétorique fait voir son objet en le délimitant de manière exhaustive. Quant aux objets susceptibles d'intéresser l'ekphrasis, ils sont très nombreux dans les manuels, allant de la personne au procédé, en passant par le lieu. En fait, contrairement à la définition contemporaine de l'ekphrasis, la description progymnasmatique ne se réduit pas à la seule description d'une œuvre d'art. Elle peut même porter sur des actions, des pragmata, en particulier sur des batailles. Cette catégorie a de quoi étonner le lecteur moderne, surtout dans la mesure où les batailles peuvent également faire l'objet d'un récit, diégésis, lui aussi incorporé dans les manuels de progymnasmata. Puisqu'ils partagent le même objet, le récit et la description d'action se confondent facilement. Après tout, tous deux tendent vers un idéal de clarté dans leur compte-rendu de l'événement. Cependant, alors que la clarté produit en description l'enargeia, elle traduit dans le cas du récit la saphénéia, qui se comprend davantage comme une intelligibilité du discours. La clarté du récit n'est donc pas sensorielle ou visuelle, mais logique. Un récit sera facile à saisir, alors qu'une description mettra son objet devant les yeux. Enfin, pour Michel Patillon, le terme même de diégésis implique un mouvement linéaire, un exposé factuel et économe de l'action. Il se distingue donc nettement de la périégèse, plus déambulatoire, digressive et prompte à l'amplification. Ainsi, si la rhétorique, contrairement au structuralisme moderne, n'oppose pas diégésis et ekphrasis, elle ne les confond pas pour autant. Elle les conçoit plutôt comme deux manières différentes d'aborder un objet dont l'écart se fait particulièrement sensible dans le cas des descriptions d'action. Mesurer l'influence de la rhétorique descriptive sur la syomachie revient donc à y repérer l'enargeia et la périégèse. C'est ce que nous ferons en étudiant successivement sa disposition et son élocution. Les traités de progymnasmata sont très clairs au sujet de la structure de la description d'action. Elle doit décrire tout ce qui précède et tout ce qui suit l'événement, de même que tous les événements concomitants. Dans le cas d'une bataille, spécifiquement, Théon propose de décrire, je cite, ce qui l'a précédé, les levées de troupes, les dépenses, les craintes, le pays ravagé, les sièges, ensuite les blessures, les morts, les deuils, enfin la capture et l'esclavage des uns, la victoire et les trophées des autres. Il s'agit donc de suivre l'ordre chronologique des événements et de multiplier les détails concernant leurs causes et leurs conséquences. C'est ainsi que l'ekphrasis déambule métaphoriquement autour d'une action. Après avoir thématisé la guerre, elle la divise en différentes étapes, chacune pouvant supporter un nouveau développement descriptif. La syomachie se rapproche fortement de cette structure consistant à nommer le tout à décrire avant de le diviser selon l'ordre chronologique. Dès le titre de l'opuscule, Rabelais nomme la syomachie dont il sera question. Il oriente l'attention vers l'objet à décrire dans un premier effort de cadrage. Surtout, après avoir expliqué comment la nouvelle de la naissance du duc d'Orléans s'est rapidement transmise de Paris à Rome, il nomme de nouveau, je cite, la syomachie, c'est-à-dire un simulacre et représentation de bataille tant par haut que par terre, organisée par l'ambassade française. Définir l'objet scrupuleusement avant de procéder à sa description soumet l'action dans son ensemble au regard du lecteur avant de s'attarder sur ses parties et respecte les recommandations des rhéteurs. Roberto Romagnino voit dans cette structure une prolepse thématique annonçant l'objet de la description. Son fonctionnement rejoint également le concept structuraliste d'ancrage descriptif, toujours dans un effort d'orientation initiale du regard. Quant à la structure chronologique du texte, elle respecte d'assez près celle que proposent les rhéteurs, comme l'illustre le présent tableau. Dans les deux premières colonnes, nous retrouvons les recommandations de Théon, reprises par Pseudo-Hermogène, qui n'est pas connu à l'époque, mais qui copie la même chose.
puis la structure d'un exemple de description de bataille par le rhéteur Libanios, plus tardif. Leur comparaison avec la syomachie met en lumière l'importance qu'elle accorde aux causes et aux conséquences de la bataille. Certains arguments sont par ailleurs communs au texte de Rabelais et au traité de rhétorique, comme la description des troupes, celle du lieu, bien plus développée dans la syomachie, et l'évocation des dépenses, rappelant l'insistance de Rabelais sur le luxe des célébrations. Comme l'a montré Richard Cooper, il ajoute également plusieurs arguments au texte plus factuel et synthétique de Buonaccorsi. Enfin, Rabelais s'intéresse bien plus longuement que Libanios et Buonaccorsi aux événements qui précèdent et qui suivent la bataille. Son texte, presque 10 fois plus long que celui du rhéteur Libanios, ne correspond pas à l'impératif de brièveté préconisé dans les traités. Il souligne avec insistance les causes et les conséquences de la fête. Ce cas de figure que Roberto Romagnino remarque dans le roman baroque du XVIIe siècle n'a rien d'exceptionnel. Pour lui, les circonstances d'une bataille sont moins stéréotypées que l'affrontement lui-même et servent donc de terrain idéal à l'énarguère. Rabelais, par ses descriptions minutieuses du faux château, des combattants et des nymphes, semble aller dans le même sens. Cependant, il se distingue des traités de Progymnasmata dans son traitement des conséquences de la bataille. Théon et Libanios proposent un parallèle entre la détresse des vaincus et la liesse des vainqueurs, alors que le simulacre de bataille que relate Rabelais ne fait guère de victimes. Les belligérants se rejoignent plutôt autour d'un banquet, au terme d'une syomachie dont l'issue est après tout déterminée d'avance. N'en demeure pas moins que Rabelais, par son intérêt pour les causes et les conséquences de la syomachie, ont fait le tour, selon un mouvement de périégèse. Sa déambulation figurée autour de l'événement le rapproche ainsi de la description prescrite dans les traités de Progymnasmata. C'est toutefois sur le terrain de l'élocutio que se joue principalement l'énargéa descriptive. Aftonios écrit que le style de la description doit être, je cite, orné de figures variées et d'une façon générale à l'imitation des sujets décrits. La critique a abondamment commenté ce passage, à la fois pour cibler quelles sont les figures attendues dans une description et pour comprendre ce qu'est un style approprié à l'objet. Concernant les figures, seront utilisées toutes celles pouvant susciter une image de l'objet, métaphore, comparaison visuelle, énumération, insistance sur l'aspect sensoriel d'une scène, mais aussi leptologie, c'est-à-dire accumulation de détails accidentels de l'objet. Ces figures se retrouvent toutes dans la syomachie. Par exemple, Claude La Charité a déjà noté l'importance des énumérations et accumulations dans un texte qu'il compare à une lettre démonstrative. Nous en avons repéré 8, étendues sur tout l'ouvrage et toutes absentes de l'original de Buonaccorsi, notamment la liste des tiques, partisans, hallebardes, corsets, épieux boulonnais utilisés lors de la tauromachie, ou encore celle des habillements, barbes, caparaçons, pénaches, panonceaux, lances, fourreaux d'été que revêtent les combattants, multiplient les détails. Si la leptologie se limite habituellement à un seul détail, elle est ici particulièrement abondante, en toute cohérence avec le style des romans rabelaisiens. Notons également l'insistance, tout au long des festivités, sur la couleur de la livrée et sur la musique qui accompagne les combats. Rabelais multiplie les détails sensoriels, à la fois auditifs et visuels, pour mettre la bataille sous les yeux du lecteur. Aftonios mentionne également que le style de la description sera à l'imitation de l'objet décrit. Selon Perrine Galland-Aline, le rhéteur fait ici référence à l'appropriation de l'objet par le texte, c'est-à-dire à sa manière de s'identifier pleinement à son contenu par le biais de figures phonétiques et rythmiques. Un tel style se rapproche de l'harmonie imitative dont nous repérons ici 2 exemples dans la syomachie. Un premier, je cite, « Du château fut tant tiré d'artillerie, tant jeté de matons, migraines, posés lance à feu, que tout le voisinage en retentissait, et ne voyait-on autour que feu, flambe et fumée, avec tonnerres horrifiques de telles canonneries. » Ici, en plus des figures descriptives que sont l'énumération et la métaphore qui assimilent les coups de canon au tonnerre, l'allitération en F de feu, flambe et fumée fait entendre le vrombissement des flammes. De plus, la dureté des consonnes de la dernière proposition imite le vacarme des tirs d'artillerie. Successivement hyperbolique et restrictive, la syntaxe elle-même amplifie le vacarme et la taille des flammes.
Le rythme peut lui aussi imiter l'objet décrit, comme dans l'exemple suivant, je cite. Puis, marchant outre encore 4 ou 5 pas, se mirent tous à genoux, tant les forains que les tenants, par autant d'espace de temps en silence, qu'on dirait l'oraison dominicale. Partout, le discours du tournoi précédent fut le bruit et applausion des spectateurs grands dans toute circonférence. À cette précaution, fut silence de tous endroits, non sans effroi, mêmement des dames et de ceux qui n'avaient autrefois été en bataille. La multiplication des signes de ponctuation, de même que le changement de paragraphe durant le silence de l'oraison, amplifie la gravité de l'épisode en ralentissant son déroulement. L'évidence suscitée dans ce passage est d'autant plus claire si nous le comparons à son équivalent dans la traduction française du texte de Buonaccorsi, où le silence n'occupe que la moitié d'une phrase, et après qu'ils se furent agenouillés et eurent fait leur oraison de part et d'autre, se vinrent rencontrer avec les piques. Contrairement au texte original, Rabelais utilise un style approprié à son objet pour le faire voir, le placer sous les yeux du lecteur. Si les deux versions partagent un même argument, elles se distinguent par la présence d'énergia dans la version rabelaisienne. Autant par son utilisation des figures que par l'harmonie imitative, Rabelais se rapproche, une fois encore, de la rhétorique de la description d'action. Cependant, l'usage de la description fait l'objet de vives critiques de la part des rhéteurs. Son aspect digressif est notamment souligné chez Lucien, dont on connaît l'influence sur l'œuvre de Rabelais. En ce sens, Nicolaos de Myra, dans son traité de progymnasmata, soumet l'ekphrasis à un critère d'utilité. Elle peut servir une vocation argumentative, en soutenant la thèse du discours, esthétique, en plaisant au lecteur, ou pathétique, si elle tente de l'émouvoir. Mais elle ne peut jamais être une fin en soi. Elle doit toujours aller dans le même sens que l'ensemble du discours. Étudier la fonction de la description fait donc partie intégrante de la théorie des progymnasmata. Quelle est-elle dans la syomachie? Mais s'il est impossible de mesurer l'effet réel de la description sur un lecteur à l'aide des outils rhétoriques, certains indices textuels permettent de cibler son effet escompté, tantôt esthétique, tantôt pathétique. Ainsi, Rabelais multiplie les qualificatifs qui insistent sur la beauté spectaculaire des festivités, spectables, magnifiques, gorgia, gorgiasement, superbement, richement, pour ne citer que cela. Il thématise également le pathétique des cris des nymphes qui sont piteux, lamentables, et de la destruction du château, horrible, épouvantable. Non seulement Rabelais place-t-il l'objet sous les yeux, mais il évoque également son effet sur l'observateur. En somme, c'était belle chose de les voir, précise-t-il dans une véritable pause contemplative où il s'interrompt pour aviver la splendeur de son souvenir. Sont également figurées les réactions du public à différentes étapes du spectacle. Bien que l'œil moderne n'y voit pas un procédé explicitement descriptif, le regard des spectateurs joue un rôle essentiel dans l'ekphrasis, notamment chez Thucydide et dans les premières pages des Éthiopiques. Dans le texte de Rabelais, les acclamations des spectateurs sont unanimes. Vive France, vive Paris, vive Belley, vive la côte de Langeais. La splendeur des festivités stimule l'amour du public pour la France et pour les commanditaires de l'événement, les frères du Belley, protecteurs de Rabelais. Richard Cooper et Mireille Huchon ont déjà commenté le rôle politique de la syomachie, qui témoigne de la solidarité française à Rome et du dévouement des frères du Belley. L'usage de la rhétorique descriptive va dans le même sens, en amplifiant l'esthétique et le pathétique de la bataille et en amplifiant et en la plaçant, devant les yeux du lecteur. Rabelais soutient les intérêts politiques de ses mécènes. C'est là la fonction explicite de l'ekphrasis, créer une image subjective et orientée de son objet pour soutenir la finalité du discours. De l'omission des victimes et de la souffrance des vaincus, essentielle pour les traités de progymnasmata, résulte l'image d'une bataille résolument positive et spectaculaire, aseptisée de toute violence contrevenant à la grandeur du royaume de France. En somme, les visées de l'ekphrasis rabelaisienne correspondent aux trois cas de figure avancés par Nicolaos et s'inscrivent dans la plus pure tradition rhétorique. Nos recherches ont donc rapidement montré que la syomachie de Rabelais, autant par la place qu'elle accorde aux événements qui précèdent et suivent la bataille, que par une élocutio plaçant l'objet devant les yeux, est directement informée par la rhétorique descriptive des traités de progymnasmata.
Sa composition, qui avait jusqu'ici échappé à la critique, s'efforce de faire voir les festivités romaines, de transformer le lecteur en spectateur. L'Ekphrasis ne peut toutefois pas se lire comme un effort d'objectivité. L'image donnée des festivités, splendide, pathétique et exempte de violence, soutient directement les intérêts politiques des frères du Bellay, amplifie leur zèle et le succès de l'événement. Ce biais est mis en lumière par la comparaison du texte de Rabelais avec celui de Buonaccorsi. Effectivement, tous les éléments descriptifs que nous avons repérés sont absents du compte-rendu original. En ce sens, la version de Buonaccorsi se rapproche davantage du récit diégésis, alors que celle de Rabelais se situe du côté de la description, de l'ekphrasis. Leur mise en parallèle illustre fort bien comment un même objet peut être saisi de deux manières différentes, donnant lieu à deux discours rhétoriques distincts. Enfin, cette comparaison fait remarquer que l'aspect descriptif de la syomachie n'est pas redevable à sa source italienne. Ce constat ouvre l'analyse vers les autres batailles de l'œuvre de Rabelais, qui sont toutes susceptibles de mobiliser la description d'action. Que deviendra-t-elle en contexte romanesque? Ces questions dépassent évidemment le format de la présente communication, mais n'en ouvrent pas moins, du moins selon moi, un champ de recherche absolument prometteur. Merci beaucoup.